Joël de René. Bonjour. Les boussoles du numérique en 3 rencontres nous auront permis de nous orienter, de naviguer et enfin d'atteindre les ports en observant les 4 points cardinaux de l'écosystème numérique que sont la société, l'économie, l'éducation et le politique. En tension permanente, bien qu'interdépendants, ils permettent de mieux appréhender ce monde instable de flux sur lequel il nous faut surfer, de fixer des caps, d'affronter des difficultés et de faire des choix. Vous avez accepté cet entretien avec une question sur chacun de ces points cardinaux. Première question, société. Qui a le pouvoir dans l'écosystème numérique et la société collaborative? Les deux mots importants sont écosystème numérique et société collaborative. Dans l'écosystème numérique, on n'est plus sur Internet, on est dans Internet. Et donc on est constamment en ligne. Il n'y a plus de en ligne et hors ligne. D'ailleurs, la jeune génération sait parfaitement que l'écosystème numérique devient un gigantesque répertoire de connexions, de contacts, un gigantesque répertoire d'applications. Il y a plus de 2 millions, 3 millions et demi d'applications téléchargeables. Et donc, les outils sont là pour créer du nouveau, créer des nouvelles sociétés. Et alors arrive l'enjeu de la société du partage. Cette société du partage met en cause le pouvoir pyramidal traditionnel. Donc les politiques, les industriels ont encore le pouvoir pyramidal, évidemment. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. Néanmoins, le pouvoir transversal arrive maintenant dans les possibilités des réseaux sociaux et de la jeune génération, parce que la société du partage, c'est justement le remplacement des rapports de force par des rapports de flux, et donc par l'échange. Le problème fondamental restera la question de la protection sociale. Et d'ailleurs, beaucoup de politiques et d'industriels s'en préoccupent aujourd'hui. Comment faire en sorte que cette société du partage permanent, des intermittents, 40% du travail aux États-Unis est fait par des indépendants, va pouvoir bénéficier des protections sociales indispensables. Deuxième question, éducation. La relation humaine fait-elle défaut dans les MOOCs et les nouveaux écosystèmes éducatifs? Alors les MOOC, c'est un avantage extraordinaire. Des millions de personnes dans le monde entier peuvent se connecter et apprendre. Il y a 3 problèmes importants. Le premier, c'est l'isolement devant son ordinateur ou devant son smartphone. Le second, c'est l'évaluation. Et le troisième, c'est le lien social et le lien humain qui est mentionné. Alors d'abord, pour la question d'être seul, plusieurs entreprises qui proposent des MOOCs proposent aussi des interactions latérales entre les gens. C'est-à-dire en créant avec les réseaux sociaux, FaceTime, Facebook, Skype, la possibilité pour les gens de se parler entre eux, pas seulement de recevoir de manière verticale, mais d'échanger de manière latérale. Ça, c'est un premier point très important. Le second, c'est l'évaluation, c'est-à-dire la coévaluation. C'est que les personnes qui bénéficient des MOOC puissent remplir des questionnaires, se coévaluer entre eux, en réseau, de manière latérale et pas seulement pyramidale. D'ailleurs, je connais des grandes entreprises aux États-Unis qui engagent des gens qui ont été coévalués par des MOOC plutôt que d'avoir un diplôme traditionnel reconnu par un État. Et enfin, le problème fondamental, c'est le lien social et le lien humain. Il est vrai que dans l'électronique et le numérique, même si on reçoit de l'information et qu'on la partage, l'important c'est de comprendre, c'est-à-dire d'intégrer une culture. Et là, il n'y a rien de plus puissant que le lien social, le lien humain, c'est-à-dire la rencontre, la classe, l'amphithéâtre, le séminaire, le travail en commun, le travail en groupe. Et je pense qu'il y aura une complémentarité de plus en plus grande dans l'avenir entre les MOOC, nouvelles formules, et le travail de groupe et le travail dans des lieux physiques. Troisième question, politique. Que représente le danger des nouveaux monopoles mondiaux du numérique dans l'éducation, la santé, les systèmes financiers? Ils y sont déjà. Qui sont ces nouveaux monopoles du numérique? Les nouveaux monopoles numériques, c'est ce que j'appelle des entreprises États, par rapport aux États-nations que nous sommes, c'est-à-dire les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais NATU, c'est-à-dire Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Ce sont des entreprises de désintermédiation. Ils mettent en relation directe une offre et une demande. Demande de transport, demande de travail, demande de bricolage, demande de photographie, demande de ceci, demande de cela. Donc des logiciels mettent en relation les offreurs de travail et les demandeurs. Et ces offreurs de travail créent une espèce d'ubérisation du travail, c'est-à-dire se débrouillent entre eux pour pouvoir trouver l'opportunité, gérer leur temps et gérer leur capacité de progresser dans cette question. Bon, le problème de cette ubérisation du travail, de la société du partage, c'est, comme toujours, la relation à l'autre, la possibilité de faire en sorte que l'on puisse apporter du contenu créatif. Et d'ailleurs, ces monopoles numériques nous utilisent, je vais presque dire nous esclavagisent, nous devenons pour eux des pronétaires, des gens qui sont pour et sur le net,
Nous créons de la valeur ajoutée chez eux qui revendent à d'autres. Mais en même temps, c'est du win-win parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de leur moteur de recherche, on a besoin de leurs bouquins, on a besoin de leurs réseaux sociaux. Donc c'est un compromis qui va se développer pour le futur, une complémentarité entre ces monopoles numériques et nous. Le seul moyen de leur résister, c'est ce que j'appelle la co-régulation citoyenne, c'est-à-dire une forme de cyber-boycott pour leur donner l'impression que nous ne sommes pas des esclaves, mais nous sommes aussi des créateurs de contenu et nous avons notre mot à dire. Enfin, quatrième question, économie. Quelle est la relation entre le numérique et la gestion de l'environnement et de l'énergie ? La distribution de l'électricité aujourd'hui se fait par des réseaux passifs qui vont d'une centrale nucléaire ou d'une centrale au fioul à votre compteur d'électricité. Or, de plus en plus se met en place, grâce au mix énergétique, la possibilité de marier les énergies renouvelables les unes avec les autres. Les énergies intermittentes, comme le soleil et le vent, avec des énergies permanentes, comme l'hydroélectricité, la géothermie ou la biomasse. Mais pour réaliser ce mix, il faut une grille intelligente, qu'on appelle une smart grid, que moi j'appelle Enernet, c'est-à-dire un réseau intelligent de distribution d'énergie, un peu comme nous avons un réseau intelligent de distribution d'informations avec Internet. Et je pense que Enernet deviendra plus important dans les années à venir que Internet, parce que c'est le moyen de créer une démocratie énergétique, c'est-à-dire la possibilité que grâce au mix énergétique, les gens puissent échanger de l'énergie et de l'électricité, même se la revendre entre eux. Ceci est valable aussi pour les transports. Le numérique, la voiture a démarré avec la relation entre la mécanique et l'énergétique, puis la mécanique et l'électronique. Maintenant, c'est la mécanique, l'électronique et le numérique. Dans une voiture moderne, il y a 100 millions de lignes de code informatique. On a vu ce que certains en font. Et donc, la voiture devient un iPad sur 4 roues, devient une tablette sur 4 roues de plus en plus. Et donc, la relation entre le numérique et l'automobile et les transports sont importants. Et j'ajouterais, pour terminer, que le plus important, c'est la route intelligente et la ville intelligente. C'est-à-dire que la voiture ne sera pas seulement faite pour lire des panneaux que les humains lisent à sens interdit, tourner à droite, mais recevront des informations constamment de la route intelligente qui fera en sorte que le numérique et l'énergétique seront de plus en plus présents dans les 20 années à venir. Merci beaucoup, Joël René.